Si j'avais qu'un regret, ouais, je pense que j'aurais aimé faire un disque en fait. Éric Romden, président de la Compagnie du Lit, fondateur de la Compagnie du Lit il y a bientôt 30 ans. J'ai démarré avec un seul magasin il y a bientôt 30 ans puisque c'était début 1997, donc c'est pas d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, la Compagnie du Lit, ça représente 100 magasins. Avec un chiffre d'affaires, on fait à peu près 1 million d'euros par magasin, donc 100 magasins, 100 millions. J'ai eu un petit retard à l'allumage puisque, étant jeune, j'étais bègue. J'étais bègue jusqu'à l'âge de entre 6 et 8 ans, je ne me rappelle plus exactement, mais j'ai commencé à parler tard. J'étais hyperactif, donc j'étais pas tout à fait comme les autres à l'école. J'étais plus un artiste qu'un matheux. Je m'arrête en 5e pour aller dans un internat très très sévère. Et là, on m'a pas demandé ce que je voulais faire. J'ai fait un CAP d'ajusteur. On m'a mis là, j'ai fait ça. Si ça avait été boulanger, j'aurais fait boulanger. J'ai subi en fait. J'ai subi plutôt que de choisir. Moi, en 5e, mon père tenait une petite épicerie avec un petit restaurant où il faisait ce qu'on appelle des banquets. Et mes copains, ils allaient jouer. Moi, le samedi soir, j'étais réquisitionné au restaurant. Et puis la nuit, il fallait que j'aille poncer la salle de restaurant à la paille de fer, je m'en souviendrai toute ma vie. Après, il fallait que je me couche. Et le dimanche matin, il fallait tout repréparer parce qu'il y avait une communion qui arrivait le dimanche midi. Et puis le dimanche soir, on reprenait le bus pour retourner en pension toute la semaine. Ouais, j'ai connu ça, c'était pas facile. C'était chaud, hein. Ouais, c'est pour ça que je suis parti très tôt, parce que je ne pouvais plus, j'avais plus de temps pour moi. J'ai eu vraiment l'impression qu'on m'a volé ma jeunesse. Après coup, c'est vrai, de toute façon, on m'a volé ma jeunesse. Je m'enfuis de cet internat à l'âge de 17 ans. Mes parents n'étaient pas très ravis, donc je suis parti. J'aurais pu tomber dans la drogue, j'aurais pu tomber dans l'alcool, j'aurais pu tomber dans la pire des délinquances. Je rencontrais tous ceux qu'il ne fallait pas rencontrer, c'est sûr. Pour fuir tout ça, je me suis engagé à l'armée. Une fois que j'étais à l'armée, c'est très clair, je ne suis pas quelqu'un qui supporte les ordres facilement. Donc une fois que j'étais dedans, j'ai tout fait pour en sortir et je me suis fait réformer au bout de 6 mois. Il faut savoir que j'ai un surnom dans ma famille, on m'appelle, ça va vous faire rire, mais on m'appelle le bon à rien. Voilà, on ne m'appelle pas Éric, on m'appelle le bon à rien, ou on m'appelle l'autre. C'est un des prénoms très très gentils. Donc à partir du moment où j'ai décidé de prendre ma vie en main, c'est-à-dire à l'âge de 17 ans, je me suis dit que je serais le meilleur. J'y vais au culot, je présente ma candidature dans une discothèque et je me fais engager comme disque jockey. Et je vais travailler comme DJ remplaçant. En 83, je suis un des meilleurs DJ français, voire même mondiaux. J'ai pas peur du micro, j'aime beaucoup la musique, j'adore animer, j'adore les gens, j'adore le monde et ça me sauve parce qu'en fait, je n'y connais absolument rien. Je me suis jamais entraîné, j'ai pas d'argent parce que à ce moment-là, je suis dans la rue quand même. Pour manger, pour aller à la boulangerie à côté, demander en fin de journée s'il reste du pain. Je me souviens très bien de cette boulangère qui me donnait du pain chaque soir. Ça m'est arrivé d'aller voler en supermarché pour manger. Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 2 mois, mais c'est 2 mois qui marquent dans sa vie, surtout quand vous dormez la nuit dans une voiture. Mes parents, ma famille n'est même pas au courant de ça. J'arrive à l'âge de 25-26 ans. J'étais arrivé au bout de ma carrière de DJ et j'ai dit, voilà, faut que je change de vie. Qu'est-ce que je sais faire? Vendeur disque. Et alors là, j'arrive dans un grand magasin style Fnac. Au bout d'1 mois, je m'aperçois qu'il y a une montée du jeu vidéo et des ordinateurs. Et je monte un des plus gros rayons micro-informatique de France. J'y reste 3 ans. Et puis après, je vais travailler dans le jeu vidéo encore 3-4 ans. Et à l'âge de 32 ans, je rentre à la Compagnie du Lit. Comme vendeur, ou un peu plus, peut-être responsable d'un magasin. Il y a 4 magasins à l'époque. Très vite, je m'aperçois que je suis là plutôt pour liquider les 4 magasins de la Compagnie du Lit, une société qui marchait pas très bien. Bon, j'en liquide sur les 4 et j'en liquide 3. Moi, je pars d'un magasin tout seul avec les dettes, et puis je commence à faire le premier vrai concept Compagnie du Lit, celui que vous connaissez aujourd'hui. Juste une petite histoire comme ça, que là, je me souviens. Les 2 premiers magasins, j'ai dormi dans un squat pendant 3 ans. En fait, c'était pas un réel squat, c'était au-dessus du magasin, il y avait un grenier. J'ai aménagé ce grenier. J'ai mis du carton aux fenêtres, pas des carreaux, j'avais pas de quoi me payer. J'avais pas de toilette, j'avais pas d'eau chaude. J'ai vécu comme ça pendant 3 ans, pour pouvoir payer le personnel. Et la literie, moi, j'y connais rien, mais il y a une chose qui me plaît, c'est qu'il y a une vraie bagarre avec le client, il y a une vraie vente, quoi. Là, c'est pas est-ce que vous l'avez, oui, non, c'est voilà, conseillez-moi. Et là, il y a du vrai conseil, et ça m'amuse.
Le concept compagnie du lit vient très très vite appuyé par l'Internet, puisqu'en 1999, je monte quand même le premier site Internet marchand. On a commencé nos premières ventes sur Internet. Donc, grosso modo, c'est mon 2e ou 3e magasin, c'est le site Internet, en fait. J'en avais marre de bosser entre guillemets pour des cons qui me donnaient des ordres stupides. Donc j'ai dit, moi dans mon entreprise, on va pas donner des ordres stupides, on va privilégier le bon sens. Et puis on va arrêter de regarder les chiffres parce que pour moi, une boîte, ça se dirige pas derrière un ordinateur. On se sert d'un ordinateur pour diriger une boîte, mais ça ne se dirige pas derrière un ordinateur, ça se dirige auprès des équipes. Les meilleures idées viennent du terrain. Le moindre vendeur, des fois, on sait beaucoup plus que son patron. Et puis j'ai toujours mis l'homme en avant. Voilà, parce que je pense que j'ai été trahi 10 000 fois, comme tous les patrons. On embauche des gens qui vous trahissent, il y en a qui vous volent, bien sûr. J'ai eu quelqu'un que je considérais, pas comme mon fils, mais quand même bien, et bossait avec moi pendant 10 ans. Il m'accompagnait beaucoup au marketing, et puis on s'est aperçu qu'il me volait des millions, quoi. Quand je l'ai pris la main dans le sac, il s'est même pas excusé, il s'est levé, il est parti. Ça a été quelqu'un avec qui je dînais une fois par semaine, avec qui je confiais ma vie, où il me confiait sa vie, où je l'ai aidé maintes et maintes fois. Ça, faut l'oublier, parce qu'il faut avancer. Il faut jamais regarder derrière. Donc, quand on avance, on continue à faire confiance. Et je continue à faire confiance en l'homme. Et je pense que c'est une des clés de la réussite. J'ai plein d'histoires dans mon entreprise. J'ai plein de belles histoires, c'est-à-dire j'ai essayé de donner la chance à ceux qui n'en auraient pas forcément. J'ai toujours essayé puis de les aider, puis de ne pas les laisser tomber surtout. J'ai toujours essayé de les aimer comme si c'était mes propres enfants, en fait. Des gens qui n'ont rien, qui partent de rien, et puis de les monter. Mon directeur général en est le meilleur exemple. Il est arrivé chez nous comme chef comptable, et aujourd'hui, il est directeur général 10 ou 12 ans après, quoi. Et mon directeur commercial, qui est arrivé sans le bac à l'âge de 18-19 ans, 10 ans après, il est directeur commercial. En fait, quand vous n'avez pas été aimé, vous apprenez à aimer, en fait, c'est peut-être ça. Moi, j'ai pas eu la chance d'avoir mon père qui me dit « je t'aime ». Il y a eu une autre histoire aussi, là, dernièrement, dans ma vie. Il y a 3 ans, j'ai créé une association qui s'appelle Porte-Rêve. Et en fait, ça sert à ce que des personnes qui n'ont pas grand-chose ou qui n'ont pas de chance puissent réaliser leurs rêves. J'étais en vacances il y a une quinzaine d'années dans ce village au Sénégal. Je vais au Sénégal tous les ans, j'aime beaucoup le Sénégal. Et il y a un petit enfant qui me tient comme ça et il fait « Monsieur, vous avez de la chance, vous êtes riche ». Je fais « toi aussi, t'es dans un beau pays. Oui, mais moi, mon papa, il est mort. » Il dit « qu'est-ce que tu peux faire pour moi ?» Alors là, évidemment, tu ne sais pas quoi répondre. « Qu'est-ce que tu peux faire pour moi ? Mon papa est mort. » Voilà. Alors j'ai fait « je reviendrai ». On est au Sénégal et puis je dis au chauffeur, écoute, non, moi ce qui m'intéresse, c'est pas le village où tu veux m'emmener. Là, tu vois le petit chemin, tu le prends puis tu vas tout droit. Puis au bout de 5-6 km, on tombe forcément sur un village. Et puis dans la voiture, j'ai une demi-tonne de riz dans le coffre du break. Et puis j'ai beaucoup de savon parce qu'on me dit, il faut leur donner du riz et du savon. Et là, j'arrive dans le village. Et puis j'arrive avec ça, les femmes me font la fête parce qu'elles voient qu'on a des cadeaux. Puis il y a le chef de village, on lui remet ça au pied, le grand rituel. Et il me dit, voilà, le chef de village, il te fait dire que c'est gentil tous ces cadeaux-là, mais ça ne sert pas à grand-chose. Alors pourquoi ça ne sert pas à grand-chose ? Et puis là, il y a une femme qui me prend comme ça, puis elle me prend, puis elle m'emmène, on fait 200 mètres à pied, elle m'emmène voir le puits. Et le puits, il n'y a plus d'eau. C'est très bien pour faire cuire du riz sans eau et se laver sans eau. T'as beau avoir du savon, ça ne sert pas à grand-chose. À partir de là, on a creusé pour mettre l'eau dans le puits. Ça m'a coûté en tout et pour tout, attendez bien, aux alentours de 350 € pour faire creuser ce puits. Ce qui n'est rien du tout. Bien sûr, on a fait creuser le puits, on a fait tout ce qu'il fallait. Aujourd'hui, ils ont même le village a même fait une chanson sur mon nom. Eric. C'est vraiment sympa quand j'arrive, ils me chantent la chanson. Et voilà. Et c'est ça. C'est ça le partage, c'est ça la vie, essayer d'être meilleur que la veille. L'idée, c'est de vendre dans nos magasins un petit porte-clés. C'est une graine de baobab qui est montée en porte-clés, qui est fabriquée dans le village. On le rachète au village et on la revend et l'argent va 100% à l'association. C'est ce qu'on appelle un porte-rêve. Au lieu de l'appeler un porte-clés, on l'a appelé porte-rêve puisqu'on vend de la literie et c'est ça qui finance l'association. Croises l'autre quand tu es plus jeune, tu te revois toi, à ce moment-là, qu'est-ce que tu as envie de te dire ? Ouais, si je me revoyais moi quand j'ai 15 ans, ouais, je lui dirais, petit con, t'inquiète pas, tu vas réussir. Eric
Eric. Merci beaucoup. Merci. Tu vois, 59 minutes, on avait dit 1 heure, toi t'es un mec précis.